Donc, je vous parle de l'ostéoporose en 2020. Alors, à titre un peu accrocheur, pourquoi? On va voir ça un petit peu après. Là, je parle de hold-up. Mon plan, c'est de vous parler, donc, de savoir s'il y a eu une incitation un peu excessive à prendre en charge l'ostéoporose, comme c'était le cas pour la ménopause à une époque. Je vous parlerai des recommandations actuelles sur les traitements, d'une complication qui inquiète beaucoup nos collègues chirurgiens dentistes, l'ostéonécrose de la mâchoire avec les biphosphonates. Et puis on parlera de la place de l'activité physique. Donc, avant de parler de tout ça, posons-nous la question, l'ostéoporose est-elle une maladie ou non? L'ostéoporose primitive, non. Hein, c'est un effet du vieillissement, comme vous le savez. Le vieillissement, il est génétique, donc on est programmé pour vieillir. On est programmé donc aussi pour perdre de l'os. Les tissus se renouvellent de moins en moins bien. Donc il n'y a pas de désordre biologique dans l'ostéoporose primitive. Certains paramètres, comme le CTX sérique, sont associés à des pertes osseuses plus rapides, mais c'est des conséquences et non des causes. Donc l'intérêt de la biologie, surtout d'identifier les causes d'ostéoporose secondaire. Tandis que le vieillissement dans l'ostéoporose primitive est quelque chose d'attendu. On change de squelette tous les 7 ans. Vous avez des petites cellules qui viennent grignoter le vieil os, d'autres qui viennent le refaire. Et donc la balance se fait au détriment de la formation, et donc on a une ostéoporose inéluctable à partir de 20 ans, qui s'accélère, comme vous le savez, beaucoup à la ménopause. Alors, il y a quelque chose qui, par contre, n'est pas trop altéré par le vieillissement, c'est la stimulation de la régénération osseuse par les contraintes sur l'os, les efforts, les traumatismes, parce qu'il y a toujours, effectivement, une stimulation par la lésion d'une réparation, et donc ça ne change pas avec l'âge. Une fracture va se réparer toujours correctement, même chez une personne âgée. En particulier parce que les cellules du tissu de soutien sont équipées de mécanorécepteurs, donc qui augmentent l'anabolisme cellulaire, c'est-à-dire que c'est par exemple ça qu'on cible quand on traite des anthésopathies avec des ondes de choc. On cible ces mécanorécepteurs. Alors le problème de l'ostéoporose est apparu en fait avec l'augmentation de l'espérance de vie, puisque maintenant on a beaucoup de centenaires, alors qu'il y a une époque où l'espérance de vie était en 40 ans, ce n'était pas du tout un problème. Et donc, en fait, il faut bien faire attention que faire un diagnostic d'ostéoporose maladie, c'est une projection. C'est-à-dire que vous pensez que votre patient va vivre jusqu'à un âge avancé et qu'il va rester en forme, et que ça nécessite donc de prévenir les complications du grand âge. Donc c'est dans ce contexte qu'on va traiter avant les complications, puisqu'on ne va pas traiter en quelques mois une masse osseuse qui change tous les 7 ans. Et donc, c'est une prévention du 3e âge pour les ennuis du 4e. Alors, est-ce qu'il y a eu un ostéoguette dans les années 90? Parce que c'est une époque où les femmes ont commencé à flirter avec le centenaire sans s'y être préparées. Ce n'était pas encore la génération des femmes qui s'entretenaient bien physiquement. Et donc, il y a eu une hausse, un début de hausse des fractures du col et de tassement, en particulier chez les occidentales, les caucasiennes sédentaires. Et donc, il y a eu une grande campagne à la fin des années 90 pour démarrer des traitements pour l'ostéoporose, parce qu'une catastrophe sanitaire guettait. Et pour ceux qui ont connu cette époque-là, il y avait vraiment des topos où on terrorisait les médecins. Et en fait, on disait qu'il fallait, même dans une densité osseuse un peu basse, donc ce qu'on appelle l'ostéopénie, traiter, parce que sinon, on allait effectivement... Enfin bon... on allait avoir des catastrophes dont on serait responsable. Donc il y a eu vraiment une poussée très très forte pour ce traitement. Et je vous dirai après que c'était sans doute justifié pour certains cas, mais pas dans tous, et donc c'était un peu trop uniforme comme recommandation. Et en particulier le fait de tracer systématiquement toute valeur densitométrique sous un seuil statistique, parce qu'à présent c'est ça qu'on fait. Donc suite à cette poussée des recommandations, il y a eu un bond des ventes d'anti-ostéoporotiques, mais en fait il y a eu un mauvais suivi quand même des traitements de l'ostéoporose, qui fait que les ventes n'ont pas explosé non plus. Il y a toujours une mauvaise observance générale de ces traitements, parce que les gens en attendent des bénéfices, par exemple, sur leur douleur. C'est des gens âgés qui souffrent en fait essentiellement d'arthrose. Les anti-ostéoporotiques n'ont aucun effet sur les douleurs de l'arthrose, qui sont les plus courantes à cet âge.
En fait, on souffre d'une arthrose que quand on a déjà tassé ou cassé quelque chose, surtout tassé d'ailleurs, parce que les fractures des membres longs se réparent assez bien sans séquelles. Par contre, effectivement, un tassement, quand vous avez perdu effectivement la hauteur d'une vertèbre, vous avez les articulaires postérieurs, l'arc postérieur qui s'effondre aussi, avec des douleurs arthrosiques qui démarrent, et là, les douleurs ne s'en vont plus. Donc surtout les douleurs vertébrales qui restent continues. Les autres fractures se réparent assez bien. Donc l'ostéo-guette n'a pas pris les proportions de l'hormono-guette, ce traitement systématique de la ménopause qu'on avait à un moment. Et heureusement d'ailleurs, parce que ça aurait été dommage qu'on en arrive à ne plus traiter du tout les ostéoporoses, parce que c'est un peu ce qui s'est passé pour les traitements de la ménopause, alors que l'hormono-guette a été sans doute un peu excessif vis-à-vis des œstroprogestatifs, puisque statistiquement, ils n'étaient pas si dangereux. Je vous rappelle que dans l'étude qui les a fait arrêter, la grande étude américaine WHI, il n'y avait pas de surmortalité chez les femmes qui prenaient les hormones. Il y avait plus de cancers du sein, effectivement, mais ils étaient dépistés plus tôt et guéris plus souvent. Et il y avait moins de cancers du côlon, donc pas de surmortalité globale. Ce n'est pas un traitement tueur, le traitement hormonal. Alors si je vous dis ça, c'est qu'ils sont donc encore recommandables pour une ménopause difficile. Ils ont un effet sur l'os, donc ils font partie toujours des armes anti-ostéoporotiques. Et donc, ça peut être un argument, éventuellement, une ménopause difficile et une masse osseuse basse pour continuer ce genre de traitement. Les recommandations de la SFR actualisées en 2018, il n'y a pas eu, comme vous le savez, de traitements novateurs dans l'ostéoporose. Au contraire, il y en a qui ont été retirés. Vous avez le souvenir du Protelos, là, qui a donné des allergies graves. Donc, c'était un des rares traitements ostéoformateurs, avec le fluor aussi. Donc du coup, maintenant, à part le Forsteo, on n'a plus du tout de traitement ostéoformateur, on n'a que des inhibiteurs des ostéoclastes, donc des traitements qui diminuent la résorption osseuse, en fait, et on verra les problèmes que ça pose. Donc les recommandations en 2018 ont tenu compte quand même de ce recul vis-à-vis des recommandations générales, et elles insistent beaucoup sur les ostéoporoses symptomatiques, c'est-à-dire qu'on traite sans discuter des ostéoporoses avec fracture avérée. Elles ont donc donné des soucis, et c'est là, on ne discute pas la prise en charge de ces ostéoporoses-là. Et c'est en première intention, par exemple, pour la fracture du col du fémur, la perfusion d'Aclasta qui est recommandée chez les personnes âgées. Dans les autres cas, l'indication reste densitométrique, c'est les 2,5 percentiles inférieurs. Il y a aussi un index plus composite, qui est le FRAX, que vous pouvez trouver facilement sur Internet, qui se remplit pour des cas plus litigieux. Dans les recommandations, le raloxifène est à réserver aux patientes avec une valeur normale sur le col du fémur. C'est l'efficacité démontrée que pour le rachis, mais c'est une bonne alternative aux hormones classiques chez la femme jeune, et le risque de fracture est à révéler tous les 2 à 3 ans. La tolérance des traitements, donc maintenant on n'a quasiment que des biphosphonates à donner. Donc le problème que je vais revoir juste après, c'est l'ostéonécrose de la mâchoire. Alors je vous rassure tout de suite, c'est vraiment un risque exceptionnel, parce qu'on les chirurgiens dentistes, effectivement, s'inquiètent beaucoup de ça, mais en fait, le risque, comme vous le voyez, il est très très faible, de l'ordre de 0,001% patient année. C'est quasiment voisin de l'incidence des gens qui ne prennent pas en fait ce genre de traitement. Et en fait, l'incidence, elle est élevée surtout chez des patients qui ont des comorbidités, en particulier les cancers osseux. Avec les biphosphonates sont utilisés aussi dans les métastases osseuses. Et c'est là, en fait, qu'il y a d'énormes problèmes, enfin des problèmes très très fréquents d'ostéonécrose. Donc ça n'a rien à voir avec un traitement pour l'ostéoporose donné à quelqu'un qui est en bonne santé. Les problèmes d'effets secondaires, c'est donc des fissures de fatigue et des fractures atypiques, ce qui comprend assez bien parce que ça se comprend assez bien parce que ça diminue en fait le renouvellement osseux, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre 7 ans à renouveler complètement un os, on va mettre beaucoup plus. Donc en fait, s'il y a des fissurations osseuses, avec un renouvellement moins rapide du tissu osseux, ça va effacer moins rapidement les micro-fissures. Donc, chez des gens très actifs, il y a un risque, justement, de fissures de fatigue qui vont moins bien se réparer et qui vont devenir symptomatiques. Et c'est pour ça qu'il faut se méfier, parce que ça donne des effets secondaires similaires aux problèmes qu'on veut traiter. C'est les mêmes douleurs que celles de la fissuration ostéoporotique.
Donc on ne sait plus si on a été actif, enfin si on a des ennuis à cause du traitement ou à cause de la maladie qu'on traite. Les biphosphonates, on les a étudiés pour le surrisque de cancer, il n'y en a pas. Ça a même un effet adjuvant sur le cancer du sein positif. Un effet indésirable à connaître, l'uvéite. Le dénosumab, c'est l'injection de Prolia qui se fait 2 fois par an, tous les 6 mois. Et donc, il y a un risque d'hypocalcémie qui impose normalement de faire une calcémie, une vérification de la fonction rénale avant chaque injection. Les durées de traitement à présent. Alors, le très bon traitement de l'ostéoporose rapide, c'est le Forstéo, mais il est très contraignant. C'est une injection quotidienne, sous-cutanée. Mais les gens qui sont dans des fractures vertébrales sont assez motivés, d'autant qu'on peut leur promettre un effet antalgique bien plus rapide, et c'est le seul d'ailleurs en fait qui donne des effets antalgiques assez rapides dans ces tassements qui sont très pénibles. Ça se donne entre 3 et 18 mois, en fonction, on va dire, là on va se référer à la sévérité de la densitométrie, enfin de la baisse densitométrique, mais aussi de la personne. Si elle chute facilement, on va sans doute être plus prolongé dans les effets, mais enfin comme c'est contraignant, on ne va pas au-delà de 18 mois, de toute façon c'est pas remboursé au-delà. Les biphosphonates c'est 3 à 5 ans, mais on les a vérifiés au niveau tolérance jusqu'à 10 ans, il n'y a pas de problème supplémentaire. C'est eux qui ont l'effet rémanent le plus important, en particulier ceux qui ont la longue durée d'action, la CLASTA. Le dénosumab, c'est aussi un anti-ostéoclastique bien toléré, mais qui n'a pas d'effet rémanent. Le bénéfice régresse même à l'arrêt, ce qui fait qu'il faut des séquences thérapeutiques. Si vous faites du Prolia et que vous l'arrêtez, il faut obligatoirement mettre un biphosphonate derrière, sinon, retour à la case départ. Et il est également conseillé de relayer un biphosphonate par le dénosumab si on veut faire un petit switch thérapeutique au bout de 3 à 5 ans. Est-ce qu'il y a un intérêt à faire des marqueurs de résorption ? L'effet, effectivement, c'est de vérifier l'efficacité du traitement dans le cas où vous auriez des CTX sériques élevés au départ, c'est-à-dire, comme c'est un marqueur de la résorption, c'est des ostéoporoses avec beaucoup de résorption. Et effectivement, si ce taux baisse, vous pouvez vérifier que votre traitement est efficace après 3 à 12 mois. Mais ce n'est quand même pas quelque chose qui est fait en pratique courante encore en clinique. On va dire que c'est sans doute pour plutôt des ostéoporoses secondaires qu'il faudrait sans doute le faire, ça serait le plus intéressant. Répéter les densitométries n'a pas beaucoup d'intérêt. Souvent, les patientes nous le réclament parce qu'elles sont très inquiètes, justement, de savoir si ça remonte ou pas. Mais il y a des problèmes quand même de fiabilité d'examen. Vous savez qu'il faut quand même régler l'appareil à partir d'une norme. Enfin, il faut l'étalonner extrêmement régulièrement. Et il y a aussi le problème que ici, ce n'est pas la technique de référence qui est la densitométrie biphotonique, c'est le scanner. Et je pense que parmi vous, il y en a plein qui ont vu arriver des densitométries avec des valeurs rachidiennes très inquiétantes, toujours très basses et pas toujours très bien corrélées à la valeur fémorale, qui est en général beaucoup plus fiable. Alors ça vient du fait que la densitométrie biphotonique, c'était une mesure qui prend en fait à la fois l'os trabéculaire et cortical. Donc il prend beaucoup plus l'arc postérieur de la vertèbre et donc il intègre en fait une mesure sur un arc postérieur qui peut être arthrosique et qui est souvent plus élevé. Le scanner, lui, il prend que de l'os trabéculaire, c'est une toute petite partie d'os qui est très trabéculaire, mais il ne prend pas l'os cortical. Vous pouvez avoir un os cortical pas trop mauvais sur une vertèbre et justement avoir une mesure un peu faussée par le fait qu'il n'y a que l'os trabéculaire qui a été mesuré. Donc, et puis il faut savoir que les ABAC, les recommandations et donc les seuils de traitement ont été faits pour la densitométrie biphotonique. Donc en fait, quand vous avez une valeur très basse sur la densitométrie ici au scanner, ce n'est pas forcément impératif pour traiter, parce que les recommandations n'ont pas été faites sur ces valeurs-là. Il faudrait refaire des études sur ces valeurs spécifiquement densitométriques sur scanner. Est-ce qu'il y a encore un intérêt à traiter des femmes très âgées ? Alors, c'était une question qu'on s'est posée avant, et en 2012, ils avaient effectivement une sorte de courbe
qui était le seuil d'intervention thérapeutique, c'est-à-dire que on avait encore un intérêt à traiter, mais qui diminuait avec l'âge, et on essayait de calculer le risque de fracture majeure à 10 ans et de traiter en fonction de ça. En fait, ça n'a pas beaucoup d'intérêt face aux autres critères que je vais vous exposer après, et en particulier l'état de santé général, la propension aux chutes. C'est vraiment quelque chose qui doit être personnalisé et pas fait seulement sur des valeurs de densitométrie ou un FRAX. Le FRAX ne prend pas en compte l'hygiène de vie, les chutes et tout ça. Ça reste un indice composite de densité osseuse, en fait. Une petite diapo sur l'ostéonécrose de la mâchoire. Donc, c'est des complications rares, très rares, mais graves. Donc, c'est pour ça que les chirurgiens dentistes sont quand même un petit peu paranoïaques à ce sujet. Ils n'ont pas tort, parce que ça peut faire des grosses complications de soins derrière, et très prolongées. Alors pourquoi des ostéonecroses de la mâchoire? Parce que c'est un os qui est soumis à des contraintes importantes avec la mastication, donc il est richement vascularisé et il a un turnover très rapide. Donc en réduisant ce turnover, les anti-ostéoclastiques gênent la cicatrisation de la mâchoire, en particulier s'il y a donc une intervention chirurgicale sur la mandibule. Donc ces fonctions de la molécule, c'est plus le biphosphonate agit longtemps, plus le risque est important. Mais donc, il est surtout manifeste chez quelqu'un qui a sans doute un os de mauvaise qualité pour d'autres raisons, à cause de traitements. C'est quand même le cancéreux qui a un risque de 1 à 3%, et vous voyez qu'il est de 10 à 100 fois plus faible, enfin plus fort chez le cancéreux que chez l'ostéoporotique traité en prévention pour des fractures. Ces fonctions aussi de l'acte bucco-dentaire, et les chirurgiens dentistes ont maintenant des protocoles, quand il y a eu des biphosphonates, pour surveiller de beaucoup plus près l'état local et faire des préventions d'infection. Donc ils savent mieux gérer quand même un patient qui aurait un traitement anti-ostéoporotique au long cours. Alors, l'activité physique, on y vient. Pourquoi j'ai parlé de hold-up? Eh bien parce que dans la première conférence de consensus international sur l'ostéoporose qui a lieu en 1993 à Hong Kong, on a défini l'ostéoporose comme une affection diffuse du squelette caractérisée par une masse osseuse basse, c'est toujours cette partie-là qui est actuellement retenue, mais aussi des altérations micro-architecturales du tissu osseux, conduisant à une augmentation de la fragilité osseuse et un risque accru de fracture. Alors, la première partie est très facile à vérifier, puisque c'est ce qu'on regarde en densitométrie, qui est un examen facile d'accès. Par contre, la microarchitecture, c'est très compliqué, puisqu'il faut théoriquement faire une biopsie osseuse. On n'a pas de moyens pour quantifier ça du tout facilement. Donc, sous la pression d'un groupe d'experts de l'OMS, l'année suivante, la définition de l'ostéoporose a changé, et c'est devenu donc un percentile de la valeur densitométrique. Et le FRAX, qui est un indice composite, ne prend en compte, lui non plus, aucun paramètre micro-architectural ou d'hygiène de vie. Et les médecins sont restés sans réagir devant ce hold-up. Alors, il y a quand même eu des tribunes, je ne suis pas tout seul à vous tenir ce discours un peu contestataire. Dans les revues de rhumatologie, beaucoup ont quand même signalé ça, et c'est pour ça d'ailleurs que les recommandations ont un petit peu changé, et que maintenant on est surtout en train de recommander de traiter des ostéoporoses symptomatiques, donc avec fracture avérée. Alors pourquoi en tout cas enlever ce critère de micro-architecture était très embêtant? Parce qu'il y a des évidences que je vais vous lister. Il y a donc énormément de patients qui ont des densités basses et qui ne font aucune fracture spontanée. Parce que sinon, ça serait très simple. Vous avez sur vos densitométries une ligne rouge, là, en dessous de ça, le risque de fracture est majeur. Tous les gens qui descendent en dessous devraient se fracturer mécaniquement. Si vraiment il n'y avait que la densité osseuse, dès qu'on est en dessous de la ligne rouge, on se tasse, on fait des fractures spontanées du col même. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a même des enfants, des adultes jeunes qui ont des masses osseuses très basses, qui sont sous la ligne rouge pour des motifs génétiques, et donc ils ne se fracturent pas. Les Asiatiques âgés ne se fracturent pas non plus, parce que c'est des femmes très actives physiquement.
Le risque chez la femme ménopausée est multiplié par 2 tous les 10 ans à masse osseuse égale, c'est-à-dire que c'est certainement la réduction générale des activités physiques avec l'âge qui augmente le risque, sans que la masse osseuse intervienne directement. Et donc, à densité osseuse égale, le risque de nouvelles fractures est 4 à 5 fois supérieur s'il existe déjà une fracture sur le bilan initial. C'est pour ça que le fait que l'ostéoporose soit symptomatique est très incitateur, par contre, là, pour traiter. Parce que là, le risque de refaire une fracture est 4 à 5 fois supérieur. Encore d'autres évidences, le risque de fracture du col est indépendamment de la densité osseuse, très fortement influencé par d'autres facteurs, l'antécédent maternel, la perte de poids après 25 ans, l'hyperthyroïdie, la prise régulière de benzodiazépines, l'absence d'activité physique, le mauvais état de santé général. Et la réduction du risque par les anti-ostéoporotiques n'est pas proportionnelle au gain de densité osseuse. Le raxolifène, comme vous le savez, fait bien moins que les biphosphonates sur la masse osseuse, mais sur les fractures vertébrales, la raréfaction des fractures est la même. Et l'alendronate, qui a été testé sur différents sites, montre des gains de masse osseuse qui sont très différents sur les différents sites, et la réduction du risque de fracture est le même. Et en plus, la microarchitecture n'est pas le seul facteur oublié par la définition purement densitométrique de l'ostéoporose. Il y a aussi la taille et l'anatomie des pièces osseuses, la propension aux chutes, toutes les maladies qui la favorisent. Donc l'exercice physique corrige tout ça. Ça augmente la qualité de la microarchitecture osseuse par ces facteurs purement physiques que je vous ai décrits. C'est les mécanorécepteurs qui incitent en fait les travées osseuses à s'aligner dans le bon axe. Un os qui est sous contrainte tous les jours s'organise. Hein, si vous regardez un os au microscope, c'est comme l'intérieur d'une cathédrale. Là, vous avez des piliers, des ogives, des arches. Et tout ça est bien construit quand, effectivement, il y a de la pression qui arrive. C'est quelque chose qui s'auto-organise en fonction des contraintes qui arrivent dessus. Donc l'activité physique corrige ça, fait un os de bonne qualité, diminue le risque de chute. Ça fait travailler aussi l'équilibre. Il y a des bénéfices psychologiques. Et il n'y a pas de nécrose de mâchoire avec l'exercice physique. Donc c'est la première mesure anti-vieillissement. Le premier traitement de l'ostéoporose à conseiller, ce n'est pas un traitement adjuvant du tout. C'est le premier traitement à recommander. Et donc c'est probablement une mauvaise idée même de prescrire un biphosphonate chez les femmes qui sont encore très actives physiquement, puisqu'elles pourraient éventuellement faire plus de fissures de fatigue. Donc, en conclusion, connaissez bien vos patientes, enquêtez beaucoup sur leur habitus et on ne s'inquiète pas trop dès que la densitométrie indique ostéoporose maladie. Et par contre, même quand vous avez des bonnes masses osseuses en densitométrie, il faut quand même insister pour que les gens restent actifs physiquement. C'est le plus important. Merci à vous.